Chers amis téléspectateurs de la CRTV, bonsoir. Bienvenue sur Manège du Savoir. Manège du Savoir qui reçoit une grande personnalité de la communication en Afrique et un peu partout dans le monde entier. N'ayons pas de complexe à dire que J. Rémy Ngono, c'est quelqu'un qui sort des sentiers battus, qui a une démarche atypique et qui revêt une valeur de symbole. Et nous avons le plaisir de le rencontrer aujourd'hui ici en France pour continuer une aventure qu'on a commencée ensemble, pour relater ce que les Camerounais de la diaspora peuvent faire et apporter à leur pays et même à tout le monde entier. Ne restons pas dans les replis identitaires pour croire qu'un Camerounais ne peut pas avoir des prétentions légitimes à pouvoir son mot à dire dans le microcosme audiovisuel dans le monde entier. C'est ce qu'essaie de faire notre frère et compatriote J. Rémy Ngono, que nous avons le plaisir de rencontrer dans sa nouvelle résidence, je dirais dans son nouveau château. J. Rémy Ngono, c'est une nouvelle résidence ou c'est un château? Et appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça résidence parce que c'est là où j'habite, c'est là où je vis. Donc quand je regarde ce que certains font là-bas au pays, ça ressemble parfois à des basiliques. Oui. Donc, en France, on n'est pas capable d'avoir de telles prétentions. Donc, je vis ici parce que je suis d'abord un père de famille nombreuse. Donc, j'essaie de faire que chaque enfant ait au moins une possibilité de pouvoir s'épanouir dans un environnement adéquat. Donc, je ne peux pas appeler ça de façon grandiloquente, château et tout et tout. C'est juste une résidence où je dors et où mes enfants sont à l'aise. Je suis un peu ému par votre humilité et modestie. C'est une humilité, une modestie de circonstance quand on vous connaît dans la verve et l'éloquence qu'on vous connaît à travers les mots que vous utilisez dans vos différents reportages et dans vos différentes présences dans les antennes des différentes stations de radio et de télévision. On vous entend vraiment dans le verbe assez châtié, dans le vocabulaire assez recherché et dans des citations assez particulières. On va même dire que vous avez des références historiques que nous avons pratiquement oubliées, que vous seul avez le secret. Il faut se dire qu'il y a deux J. Rémy Ngono. Oui. Le J. Rémy Ngono qui est sur le plan professionnel est strictement différent du J. Rémy Ngono que vous rencontrez chez lui. Parce que sur le plan professionnel, ça dépend du sujet que je suis en train d'aborder. Je n'aborde pas un sujet politique comme un sujet sportif. Je n'aborde pas un sujet social comme un sujet culturel. Et dans le cadre de ma famille, je dois aussi me comporter comme un père de famille. Je n'ai pas besoin de donner des notions d'histoire et autres références ici, mais si jamais le sujet s'y prête, c'est là où vous allez retrouver le J. Rémy Ngono qui, de façon caméléonesque, va revêtir immédiatement la peau de ce qu'il devrait incarner. La vie, c'est comme le théâtre, il faut le savoir. Quand on est chef de l'État, devant la nation, on arbore le costume du chef de l'État. Quand on est maintenant chez soi, avec sa femme et ses enfants, là, on enlève les attributs de la République et on devient un père de famille. Ici, je vous reçois d'abord comme des frères, parce que tu es un confrère, tu es un ami de longue date, avec Martin Kay. Donc, la priorité pour moi, c'est d'abord de vous amener dans la convivialité, dans la simplicité, parce que c'est pas tout le monde qui vient chez moi. Je n'ai pas assez d'amis. J'essaie de rester un peu fermé en moi, mais quand vous arrivez chez moi, je ne vais pas directement commencer à jouer le J. Rémy Ngono de la radio et de la télévision. Il n'y a pas très longtemps, vous avez sorti un ouvrage à la faveur de la Coupe du Monde qui a eu lieu en Afrique du Sud, un ouvrage qui était intitulé, comme le dit un proverbe africain. Moi, je vous attaque avec un proverbe, j'espère avoir une réplique de vous. Les Bambara disent, je cite, si on rase ton frère à sec, mouille-toi la tête et attends. Toi, tu dis quoi? Il faut se méfier d'aller se coiffer chez un coiffeur qui lui-même est chauve. On peut rire quand même. On est là pour rigoler, Lili.
Bon, redevenons sérieux. J.Rémy Ngono, tu fais quoi maintenant, puisque tu as voulu le tutoiement, nous sommes des frères, des amis. Qu'est-ce que J.Rémy Ngono, l'actualité professionnelle de J.Rémy Ngono, puisque tout le monde n'est pas au fait de ton activité, qu'est-ce que le Camerounais J.Rémy Ngono, le journaliste J.Rémy Ngono, l'homme des médias, fait actuellement? Tu as répondu à la question. Je n'ai jamais changé de métier, tu as dit le journaliste J.Rémy Ngono. Donc je continue à être journaliste et cette fois-ci, je crois que j'essaie de diversifier un peu mon activité parce que à une certaine période, je n'étais présent que dans des médias. Et beaucoup de mes fans m'avaient déjà totalement perdu parce que le cordon ombilical s'était coupé. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, on se rend compte que c'est encore une autre communication de proximité où vous avez vraiment une relation personnelle avec des gens. Du coup, moi qui me disais qu'il ne serait pas normal que je sois à Facebook parce que pratiquement les propos sont très orduriers, voire pornographiques, le dénigrement outrancier avec des gens cachés sous l'anonymat infect. Moi, je me suis dit, je n'y vais pas. Mais à partir de la Coupe d'Afrique des Nations, au regard aussi de certains de mes fans qui m'écrivent beaucoup sur RFI, j'ai été obligé de créer un Facebook dans lequel aujourd'hui c'est Rémy Ngono officiel parce que des usurpateurs en mal de surboom ont utilisé frauduleusement mon nom pour créer d'autres profils Facebook et bien évidemment c'était pour des dessins inavouables et moi je ne voudrais pas y revenir, donc automatiquement il fallait un autre J.Rémy Ngono qu'on peut retrouver, donc c'est pour ça que j'ai créé un Facebook où les gens peuvent actuellement discuter avec moi, c'est-à-dire Rémy Ngono officiel. Ça me permet que ce soit sur le plan politique, parce que par exemple la presse occidentale n'est pas toujours au fait de l'actualité africaine, donc à partir de là je peux rapidement traiter des dossiers comme Boko Haram et certains de mes confrères reviennent s'y ressourcer. De même, ça me permet aussi de sensibiliser d'autres qui me lisent à travers le monde par rapport, que ce soit sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan sportif. Donc, j'ai essayé de diversifier ça comme ça, mais pour l'instant, bien évidemment, je reste toujours l'homme des antennes avec beaucoup de sollicitations dont je ne voudrais pas faire une certaine publicité. J.Rémy Ngono, quand je reviens à vous, vous avez un parcours assez atypique. Quand on vous a écouté au Cameroun où vous faisiez la pluie et le beau temps dans les faits sociaux et politiques, on se dit qu'on vous retrouve certainement en Europe sur le même registre. Subitement, vous devenez un expert, un consultant et un grand journaliste sportif. Je ne vois pas la relation directe qu'il y a entre le fait établi que vous étiez déjà un grand journaliste politique au Cameroun et que vous soyez immédiatement de but en blanc devenu pratiquement un grand reporter sportif et un expert consultant dans les médias en Europe, en matière sportive. J'ai toujours dit aux gens, est-ce que vous connaissez d'abord mon parcours? Moi-même, je suis arrivé dans le journalisme, comme j'ai dit toujours, comme une souris entre à l'église. Posez-vous la question, comment J.Rémy Ngono a fait d'abord pour devenir journaliste politique? Moi, j'étais d'abord animateur de cabaret. Je n'ai jamais voulu cacher mon passé, je n'ai jamais voulu l'amorphiser ou alors le surévaluer. Donc cela veut dire que dans la vie d'un être humain, nous devons être pluridimensionnels, nous devons nous adapter à des contextes. Quand j'arrive en Europe, je ne deviens pas journaliste sportif, puisque d'ailleurs le sport, ça ne me disait pratiquement rien. Mais il se trouve que lorsque je suis recruté d'abord à iTélé, c'est à la Coupe du Monde, lors de la Coupe du Monde, à la veille de la Coupe du Monde 2006. Et là, moi, je vais dans une émission politique qui s'intitule « N'ayons pas peur des mots ». J'ai fini de faire cette émission, mais cette émission doit s'arrêter pour faire place à des missions spécialisées en sport parce qu'il y a la Coupe du Monde. Et là, moi, je suis en train de dire au revoir à tout le monde. Et c'est là où un journaliste vient vers moi pour me dire que mais c'est pas possible, il faut quand même que vous soyez sur mon plateau. Moi, ce journaliste-là s'appelait Carl Olive. Je lui dis, mais je ne peux pas aller parler du football, moi je n'y connais rien, donc je ne peux pratiquement pas vous aider.
Il me dit, bon, dommage vraiment parce que ce que vous faites, moi je regarde et beaucoup de gens apprécient, d'autant plus que vous passez déjà en boucle au niveau de la télé, vous pouviez nous apporter votre expertise. Bref, je rejette cela en bloc en me disant, je reviens lorsque l'émission, n'ayons pas peur des mots, va recommencer. Ouais. Sauf qu'au moment où je vais sortir, il y a un monsieur qui m'interpelle, qui me salue et qui me dit, c'est vous monsieur Ngono? J'ai dit oui. Il me dit, oh là là, je suis enchanté de vous connaître, de faire votre connaissance. Si ça ne vous dérange pas, vous êtes de quelle origine? Je lui dis, je suis Camerounais. Il me dit, oh là là, les Camerounais, ils sont intéressants. Et vraiment, vous avez un langage châtié. Et quand je vous regarde et quand je vous écoute, il n'y a que des Africains qui puissent encore parler un si bon français. Et particulièrement des Camerounais. À une certaine période, il me dit, ouh là là, Roger Mila, vous connaissez Roger Mila? J'ai dit, oui, oui, je l'avais reçu souvent, plusieurs fois dans la radio, et de temps en temps, on peut se voir. Il me dit, ouh là là, c'est magnifique, c'est que moi j'ai commencé, je l'ai découvert à la Coupe du Monde de 1982. Bref, c'est comme ça que nous commençons à parler sport. Et moi, je relate donc une anecdote, je lui dis, oui, à la Coupe du Monde de 1982, le Cameroun devait être qualifié au deuxième tour, mais Roger Mila avait marqué son but contre le Pérou et ce but-là avait été annulé par l'arbitre parce qu'il voulait que le Cameroun soit éliminé pour que l'Italie, qui avait aussi 3 points, puisse se qualifier. Et l'Italie a remporté la Coupe du Monde. Donc le Cameroun aurait pu aller jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Donc vous vous rendez compte que avant même ce match, on avait déjà demandé aux Camerounais de libérer l'hôtel. Donc face à ça, il fallait que l'arbitre élimine le Cameroun par tous les moyens. Pendant que je suis en train de le dire, Carl Olive, lui, il est derrière moi. Il me dit, mais c'est pas possible. Mais voilà des histoires intéressantes qu'il faut venir raconter. À la télé, vous avez dit que vous ne connaissez rien du football. Effectivement, on va aborder un sujet comme ça pour voir si les petits pays ne sont pas les pays africains défavorisés par rapport à l'arbitrage, si on ne veut pas absolument qu'ils soient éliminés par tous les moyens. Voilà comment est-ce que je me retrouve en train d'aller sur le plateau avec cet inconnu. Et c'est sur le plateau qu'on se met à présenter. On me présente Rémi Ngono. Après, celui qui était à côté de moi, j'entends, à côté de lui, il y a le premier conseiller du président de la République, M. Frédéric de Saint-Cernin, conseiller de Jacques Chirac. C'est là où je me rends compte que celui qui parlait avec moi est le conseiller du président Chirac. Et là, ça m'a beaucoup ébloui. Et en face de moi, il y avait la ministre Bachelot. Ça m'a impressionné parce que je me suis dit, dans mon pays, un ministre ne peut pas s'arrêter pour s'adresser même à un journaliste, pour le féliciter, pour dire qu'il regarde la télé. Ils sont tout hauts comme des panneaux de basket. Mais ce monsieur, quelle humilité! Et même quand il voulait me donner sa carte de visite, il l'a écrit sur un bout de papier. Il m'a dit, il n'a pas de carte de visite. Alors que les ministres de mon pays, d'abord sur la carte de visite, c'est son excellence, ce que je n'ai jamais vu ici. Même le chef de l'État ne l'appelle pas son excellence. Et après, vous voyez la suite de doctorat, de professorat, tout ça s'enchaîne. Donc, bref, avec ce monsieur, nous discutons sport. Et pendant toute la Coupe du Monde, je suis invité et je passe en boucle dans plusieurs médias. Et en fin de compte, me voilà qui devient donc... établir votre réputation dans le domaine du sport.
Quand on vous entend parler de votre pays, le Cameroun, vous aimez encore votre pays, Djipan Rémy Ngonon, parce que je vois très bien que vous réussissez très bien à... Vous avez réussi votre intégration, vous avez réussi dans votre profession que vous aimez, vous êtes reconnu comme étant un journaliste compétent. Est-ce qu'il y a encore une nostalgie particulière pour vous à exercer dans votre pays? Et est-ce qu'il y a encore, je ne sais pas chez vous, l'envie de relever un défi par rapport au Cameroun dans le domaine où vous excellez à l'heure actuelle? À dire vrai, oui. Ça ne me traverse pas l'esprit d'aller exercer la profession de journaliste au Cameroun. Oui. Lorsque je vois qu'il n'y a pas de suivi de carrière, je n'ai pas envie. De vous à moi, Oui. Monsieur Birichou, je vous ai connu dans vos débuts et je vous écoutais, je vous admirais même. Moi, j'étais au poste national et vous étiez à FM 94. Ce n'est pas de mon histoire dont on va parler maintenant. Écoute, je vais t'expliquer pourquoi. Ça ne me donne pas envie d'aller exercer. Si je repars dans mon pays, j'ai pris juste ton exemple parce que je peux te dire, j'ai vu des gens qui avaient trop de talent. J'ai vu qui peuvent exercer n'importe où. Mais lorsque je vois que ces gens ne sont pas respectés dans leur pays, ça me fait peur. Moi, ici, avec ma carte de presse, ça m'ouvre la quasi-totalité des portes. Je connais des journalistes qui sont molestés, des journalistes qui peuvent encourir la peine de prison, ce qui n'est pas normal pour un pays démocratique. Parce que... Donc, ça veut dire que vous êtes pour la dépénalisation des délits de presse. La dépénalisation, c'est dans tous les pays au monde. Qu'est-ce que vous pensez donc des journalistes qui commettent des délits de droit commun parce que si on est journaliste comme vous et moi, ça ne nous exonère pas du fait que nous soyons des citoyens et quelquefois les journalistes vont dans les abus de confiance, dans l'escroquerie et tout et tout. Je ne défends pas... Je vais vous dire une chose. Oui. Pour l'instant, je te parle des journalistes qui, dans leur profession, sont menacés parce qu'ils ont fait tel ou tel papier. Des bons journalistes alors. Des bons journalistes. Et je connais d'ailleurs beaucoup qui, aujourd'hui, me disent « Je ne peux pas diffuser ceci parce que, par exemple, toi, J-Point, c'est pas possible, il y a encore de la censure. » Moi, j'ai reçu chez moi. Ce gars m'a fait une interview. Cette interview, où je me suis confié, qui était trop simple, il arrive à sa rédaction, on lui dit, surtout pas Djipan Rémy Ngonon ou Gaston Kelman. Ce journaliste est actuellement en France. Mais vous le connaissez. Et non, c'est un journaliste. D'accord. C'est un journaliste pour qu'il y ait un équilibre dans la recherche de la vérité, parce que nous sommes là pour ça également. Vous reconnaissez aussi que de la part de la CRTV, il y a une démarche assez régalienne, assez démocratique, parce que quand je viens vous rencontrer déjà il y a quelque temps, l'émission que nous avons faite ensemble, nous devons quand même reconnaître que la CRTV est dans une démarche assez particulière, assez démocratique, puisque inspirée certainement de la nouvelle politique d'ouverture sur le plan démocratique impulsée par le gouvernement camerounais, je suis venu vous rencontrer. Nous avons réalisé une émission, vous avez été pertinent et on vous a laissé dire ce que vous vouliez et vous avez dit ce que vous vouliez à la CRTV. L'émission a été diffusée, appréciée par les téléspectateurs. Ça veut dire que nous avons quand même une démarche contradictoire et démocratique et qu'on laisse parler le confrère. Au moins sur ce point-là, vous reconnaissez que nous faisons notre travail. Je devrais dire que la CRTV a fait un certain effort. Et bien évidemment, je ne voudrais pas parler de la CRTV parce que l'émission sera aussi diffusée sur la CRTV. Voilà. Donc, du coup, tu comprends très bien que je ne peux pas me permettre non seulement de te mettre dans des embrouilles, parce que déjà tu es dans des embrouilles énormissimes. Non, vraiment, je voudrais te confirmer, Djipan Rémy Ngonon, et ça les yeux dans les yeux, que nous avons quand même une démarche assez éclectique. Nous avons le choix
des personnalités que nous rencontrons. Ouais. Il n'y a aucune censure, il n'y a aucune menace, qu'elle soit furtive ou virtuelle, physique même, autour de notre modeste personne. Je voudrais vous rassurer les yeux dans les yeux, j'aime bien cette expression, pour vous dire que notre hiérarchie nous fait confiance et que nous pouvons parler d'un certain nombre de sujets sans avoir des complexes et que, vous concernant, je me sens assez à l'aise d'aborder tous les sujets avec vous parce que ma hiérarchie connaît ma compétence, connaît mon degré de responsabilité et sait que nous sommes, vous et moi, suffisamment professionnels et que cette émission va rester dans le cadre des attentes qui sont légitimes de la part de nos téléspectateurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te frappe de positif quand même par rapport au Cameroun? Oui. Il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, à savoir déjà la mobilisation des Camerounais par rapport à la lutte contre Boko Haram, où je vois vraiment que ces terroristes, ces sanguinaires, ces barbares du Néandertal moyenâgeux n'auront pas de possibilité de pouvoir diviser les Camerounais. On croyait que c'est le sport qui nous unissait, mais c'est la lutte contre Boko Haram qui nous unit. Et ça m'a beaucoup frappé parce que dans notre chair, nous tous, quand nous voyons ce qui se passe au Cameroun, nous sommes même révoltés contre les grandes puissances. La France a le devoir, l'impérieux devoir, d'assister au Cameroun dans de telles conditions. Donc, nous autres, nous regardons ça et j'admire la façon dont les forces militaires du Cameroun, l'armée, essaient de se battre. Et j'admire tous les Camerounais parce qu'ils font front. Deuxième des choses, c'est par rapport à l'assainissement d'un certain secteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, comment peut-on justifier qu'un ministre ait non seulement un parking avec des voitures que tu n'as jamais vues, des caterpillars, des maisons, des comptes, n'importe où, et quand on l'envoie en prison, on dit, oh non, Paul Biya manipule la justice. Là, je ne suis pas d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je ne soutiens pas les pyromanes, les kleptocrates qui ont ruiné notre pays, l'avenir de toute une nation, des enfants. Je ne peux pas cautionner tous ces corrompus qui ont été à côté de Paul Biya et qui finalement ont joué le rôle de censure. Donc aujourd'hui, quand je vois des gens aller en prison, je suis tout au moins d'accord, et surtout que il y a maintenant quelque chose qui a été créé, à savoir le tribunal criminel spécial, avec quelqu'un qui est intègre, que j'ai vu quand j'étais au Cameroun, M. Yap Abdou. Je l'avais déjà vu. Et j'avais su qu'il y avait des gens comme Yap Abdou, comme Maître Keremouna, qui étaient vraiment des patriotes et qui pouvaient faire une certaine lutte. Et j'ai été content de sa nomination. Et je sais, quand j'ai vu les premières décisions, qui disent que tel doit quand même rembourser, parce que là, je disais, mais ça ne sert à rien de mettre les gens en prison, et ils ont des fortunes rocambolesques à gauche et à droite, qu'ils remettent cet argent pour qu'on puisse le réinjecter dans l'économie, ou que ça aide des Camerounais qui sont vraiment en train de serrer la ceinture jusqu'aux os. Donc, ce côté-là, je trouve ça très favorable pour le Cameroun. On va se séparer, c'est avec émotion que je vais repartir de votre domicile. Il y a une association camerounaise qui est l'association AIPAC, Association internationale pour la promotion des arts et de la culture dans la diaspora camerounaise, qui organise en août 2016 une grande rencontre fédérative autour de toutes les expressions culturelles du Cameroun et qui jette un pont entre les Camerounais de la diaspora et ceux qui sont restés sur le plan culturel. Comment vous analysez une pareille initiative? J'accueille d'abord ça favorablement parce que je suis un homme de culture et même Hitler, qui a été quand même considéré comme l'un des plus mauvais hommes de la planète Terre,
a quand même eu à dire que la seule œuvre impérissable de l'énergie et du travail de l'homme, c'est la culture. C'est pour cela que je suis content que cette association naisse. Et je voudrais que les pouvoirs politiques vous y aident. Parce que parfois, moi, j'ai honte. J'ai honte de parler de la culture de mon pays. Parce que jusqu'à présent, ma fille est au conservatoire. C'est-à-dire que dès l'école primaire, chaque mairie a un conservatoire. Tout notre pays. Le conservatoire, il faut peut-être 4 instruments de musique. Un piano, une guitare, machin. Vous pouvez déjà avoir un conservatoire. On n'en a pas. Pas un seul dans mon pays. Quand je me rends compte qu'aujourd'hui, le Cameroun n'organise pas un seul festival, un vrai festival, digne de ce nom, qu'on envahisse le monde parce que les États-Unis se sont fait connaître grâce à leur festival, grâce à la musique, grâce à la culture. La culture fut ce qu'on peut dire la première grande source de revenus avant la vente d'armes aux États-Unis. Donc, quand vous venez le faire, je suis ému, je suis d'accord avec vous, parce que je voudrais même que, au-delà de ça, vous puissiez relancer ce qu'on appelait le centre culturel camerounais. Il n'y a plus le ballet national, il n'y a plus l'orchestre national. La culture, c'est l'ADN d'un peuple. Regardez comment est-ce que le Nigeria se vend avec sa musique. Regardez ce que les Sud-Africains ont fait. Regardez comment les Ivoiriens nous ont envahis avec le coupé-décalé. Regardez où est parti Jean-Michel Kangang après ça. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de comédie. Il n'y a rien dans l'art. Il n'y a rien dans la culture. Il n'y a rien du tout. C'est pour ça que je dis, en dehors des petites querelles partisanes, où on est en train de parler du droit d'auteur alors qu'il n'y a pas d'auteur ni droit au Cameroun, j'ai dit que votre initiative et surtout cette association que je voudrais d'ailleurs chercher à rencontrer, je vais y adhérer, je vais mettre mes mains, je vais apporter ma contribution parce que le Cameroun n'a été connu à l'extérieur que par 2 choses. Le football et sa culture. Aujourd'hui, le Cameroun est ignoré de l'extérieur parce qu'il n'y a plus ni football, ni culture. Retour aux sources, si tu ne sais pas là où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. C'est sur cette parole de sage que nous allons clore cet entretien qui a été caustique, un peu acide, mais suffisamment enrichissant. Vous avez le sentiment que c'est sans maquillage et qu'on s'est ouvert à toutes les perspectives que vous avez prévues pour cette circonstance, M. J.Lémy Ngono. Je pourrais encore dire à tous les téléspectateurs que je reste très attaché au Cameroun. C'est mon pays. Un jour, je vais y retourner. D'ailleurs, je suis en train de me préparer. Peut-être pas pour exercer le métier de journaliste. Mais je ne vous ai jamais oublié. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je suis venu ici. Mais je ne misère pas ici. À tous mes confrères qui sont restés là-bas, faites un effort d'être un peu professionnel, mais ne cédez pas au chantage. Aucun chemin qui mène au paradis n'est fleuri. La vie est un combat. Le métier de journaliste nécessite beaucoup de volonté, beaucoup d'engagement. Là où vous me voyez assis là, j'ai bataillé, j'ai transpiré et je continue à le faire. Ne croyez pas que c'est facile. Je ne vous invite pas à l'exil parce qu'ici, ce n'est pas Eldorado. Mais je vous dis, quand vous aurez moyen, vous pourrez aussi venir. Mais surtout, sachez que la notoriété que j'ai acquise, c'est à partir de mon pays, le Cameroun. Parce que pour que l'arbre donne des fruits, il faut que des racines soient profondes et soient bien implantées. Je n'aime pas
vous plongez dans des espérances chimériques, mais je vous dis la réalité. Ayez le sens du respect, le sens de l'honnêteté. Luttez parce que vous êtes l'avenir du Cameroun. Je vous remercie et à bientôt. C'est nous qui vous disons merci.